Entre les Burundais en exil et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. À la présentation, Émile Nibasumba. Nous sommes le 30 juillet 2020. Au sommaire de cette édition, des réfugiés dont Douta empêchent la police de sortir du camp en Deleur. Cela s'est passé ce matin. Vous entendrez les réfugiés qui accusent la police tanzanienne d'avoir tenté d'enlever ce Burundais. Et les formations sur la lutte contre la Covid-19 se feraient à base du favoritisme à Cibitoke, des grognes de certains agents de santé. C'est également dans cette édition. Les gaz à effet de serre dégagés par les véhicules menacent des vies humaines au Burundi. Vous entendrez également un expert à la fin de cette édition, réalisée au niveau technique par Fabrice Ndimurukundo et Steve Nyungeko. Tout de suite, le développement de ces titres. Démarrons cette édition par cette brève sécuritaire. 2 cadavres ont été découverts ce matin sur la colline Wushirambeho, dans la commune Wuhiga. Nous sommes en province Karuzi. Il s'agit d'un homme et d'une femme. Les victimes ont été décapitées selon les sources sur place. Les motifs du double assassinat ainsi que leurs auteurs ne sont pas encore connus. Le procureur de la République à Karuzi ainsi que les administratifs se sont rendus sur cette colline pour initier des enquêtes. Dans cette province, l'on observe une recrudescence de la criminalité. Ces derniers jours, les jeunes filles sont violées avant d'être exécutées. Au cours de ce mois de juillet, 2 filles ont subi le même sort et les auteurs n'ont pas été identifiés. Et toujours en rapport avec la sécurité, il y a reprise des fouilles et perquisitions intempestives dans plusieurs quartiers de la ville de Bujumbura. Ce matin, une 50aine de personnes ont été interpellées par la police dans les quartiers de Kinama et Musaga. La police suspecterait les citadins de cacher les armes dans les ménages. Les détails avec Balthazar Mibour. Plus de 50 personnes ont été interpellées par la police et conduites au cachot commissariat de la police municipale. Elles ont été appréhendées dans certains quartiers de la zone Musaga et ceux de la zone Kinanira. Les habitants de ces quartiers avec qui nous nous sommes entretenus disent que les policiers leur ont expliqué qu'ils cherchaient les armes détenues par les civils. Malgré cela, les responsables des ménages qui leur donnaient une somme de 2000 francs, leur ménage n'était pas fouillé. Les autres habitants de Bujumbura se demandent pourquoi ces fouilles deviennent monnaie courante alors que les autorités ne cessent de dire que la sécurité est bonne sur toutes les étendues du territoire national. Toujours en page sécurité, la famille de la victime dans un procès de 5 condamnés à perpétuité pour meurtre craignent pour leur sécurité. Détenus à la prison centrale de Muyinga, ces condamnés profitent de leur sortie pour intimider cette famille. Trésor Nyongabo. Ces prisonniers sont Eric Nyongabo, Gordien Mayege, Venon Havyarimana, Emmanuel Ndouimana et Zainabou Kamusoni de la commune Munagano, Colline Gatovu de la commune et province Muyinga. Ils sont tous les 5 accusés de l'assassinat en 2014 avec préméditation d'un extracteur de l'or nommé Juma Nyongabo. Ce dernier a été poignardé à coups de couteau par les 4 hommes dans un plan mis au point par sa concubine Zainabou Kamusoni. Ils ont été condamnés à perpétuité par le tribunal de grande instance d'Ongodzi dans le dossier RPC 0528, dont la copie de jugement a été rendue en date du 20 mai 2015. Ces prisonniers ont par la suite demandé leur transfert vers la prison centrale de Muyinga, près de leur famille, une requête accordée en 2018. Les informations en provenance de la commune Muyinga font savoir qu'Eric Nyongabo a bénéficié 3 fois d'une sortie de prison au cours des 2 dernières semaines. Ce lundi 27 juillet, le prisonnier Emmanuel Ndouimana est également sorti de prison.
Les habitants de la commune Muyinga indiquent que jusqu'à ce mercredi, il se trouvait toujours à son domicile. De même, Gordien Mayege a bénéficié d'une sortie de prison à 3 reprises en juin dernier. Les mêmes informations précisent qu'à chaque fois que ces condamnés sortent de prison, ils envoient des messages d'intimidation à la famille de la victime qu'ils vont bientôt être même libérés pour de bon. Grande est donc la peur au sein de cette famille qui craint pour sa sécurité. À ce propos, nous avons contacté le directeur de la prison centrale de Muyinga et il nous a répondu qu'il connaît les 10 prisonniers et a promis faire des enquêtes sur leur conduite en dehors de la prison. Et la justice détient depuis 9 mois et 8 jours 4 journalistes du groupe de presse Iwachu à Bubanza. Le tribunal de grande instance de Bubanza et la cour d'appel de Nahangwa les ont condamnés à un emprisonnement de 2 ans et demi ainsi qu'au paiement d'une amende d'1 million chacun. Christine Kamikazi, Agnès Ndirubusa, Terence Mhozenzi et Egide Haririmana ont été arrêtés dans la commune Musigati de la province Bubanza alors qu'ils s'y rendaient pour enquêter sur les combats qui opposaient ce jour-là les forces régulières aux rebelles du mouvement Red Tabara. Ces journalistes ont été condamnés pour tentative impossible de complicité à l'atteinte de la sécurité intérieure de l'État. Les associations des défenseurs des droits humains nationales et internationales ne cessent de plaider pour la libération de ces journalistes qui, selon elles, ne sont victimes que de leur métier. Je vous rappelle que vous nous suivez en direct sur la page Facebook de la RPA Idjwi Gabanyagihugu et sur notre compte Twitter. Tout de suite, nous parlons gouvernance. Retrouvez les différentes productions de la RPA sur Facebook, YouTube, Twitter et sur www.rpa.bi. Il est difficile de savoir qui dit la vérité entre Zaché Misago, ancien administrateur de Kayogoro, et le président de la République Évariste Ndayishimiye, car ce que Zaché Misago a récemment dit dans la zone Gatabo contredit les propos du président de la République. C'est une réaction de Pacifique Ninina Hazwe, président du FOCODE, pour ce défenseur des droits humains. Si la justice travaille sur ce cas de Zaché Misago, cela sera une preuve que le gouvernement en place aboutira aux engagements qu'il a promis au Burundi. Suivez Pacifique Ninina Hazwe. Les agissements de l'administrateur communal sortant de Kayogoro, Zaché Misago, interrogent sur plusieurs points et nous amènent à une grande interrogation entre le président Ndayishimiye et l'administrateur Misago qui dit la vérité au peuple burundais. Nous sommes dans une situation où d'un côté, nous avons un nouveau président et son gouvernement qui promettent ce qu'ils appellent les Tamzei, c'est-à-dire un gouvernement qui répond aux préoccupations de la population, qui résout les injustices sans parti pris et qui lutte contre la corruption. Et en même temps, nous avons un administrateur sortant qui se permet de perpétuer les injustices. Par exemple, il y a quelques semaines, nous avons appris les injustices que M. Zaché Misago a infligées à une pauvre septuagénaire, Mme Conchessa Nzeyimana, et nous avons tous dénoncé cette situation et il n'y a eu aucune suite pour résoudre la situation de Mme Conchessa. Où se trouve alors le Letamzei sur la situation de la pauvre Conchessa. Deuxièmement, tout récemment, nous avons vu la police présenter un certain nombre de et un chef de zone qui sont accusés d'avoir tendu des pièges à des citoyens burundais qui rentraient de Tanzanie, qui en auraient tué certains et qui ont dépouillé leurs biens. Ces gens sont arrêtés et se trouvent devant la justice. Là, on comprendrait qu'il s'agit du concept du Letamzei. Mais d'un autre côté, nous avons cet administrateur sortant, Zaché Misago, qui se rend dans la zone Gatabo et qui dit que ces informations sont en grande partie fausses, qui se permet encore une fois de menacer les militants du parti CNR. Ce qui va signifier, mais on vous trompe parce que rien ne va changer ici, vous allez continuer à vivre sous la même terreur. Alors, entre Ndayishimiye, le président, et Misago, l'administrateur sortant, qui dit la vérité au Burundi. En réalité, c'est la suite de ces événements qui va nous éclairer sur cette situation. Est-ce que Zaché Misago va être poursuivi parce qu'il est inconcevable? Qu'est-ce qui s'est passé dans sa commune pendant plusieurs mois lui était totalement inconnu. Alors, s'il est poursuivi
pour ces récentes déclarations. Là, nous comprendrons que le plus fort, c'est le président Ndayishimiye et que ce qu'il dit, c'est vérité. Mais s'il n'y a aucune poursuite sur Zaché Misago, cela va signifier que les plus hautes autorités sont en train de tromper le peuple burundais, qu'il faut plutôt croire l'administration à la base qui dit réellement ce qui va se passer et que cela signifie qu'il n'y aura pas de changement. Pacifique Nini Nahazwe, c'est le président du FOCODE. Entre-temps, la cour d'appel de Makamba a déclaré hier que le procès d'une dizaine de prévenus de Kayogoro accusés d'assassinat et extorsion sur les tâcherons saisonniers en provenance de la Tanzanie va suivre la procédure normale et ne sera plus jugé en flagrance. Parmi ces accusés, il y a des officiers de police et des administratifs à la base de cette commune Kayogoro de la province Makamba. Toujours en page gouvernance, la lutte contre la corruption exige l'intervention de plusieurs partenaires et passe par plusieurs voies. Propos de Faustin Ndikumana au cours d'une conférence de presse qu'il a animée ce matin. Cet expert indépendant précise que là où on a gagné ce combat, on a passé par une sensibilisation intensive de la population sur l'impact de la corruption en matière de développement. Suivez plutôt Faustin Ndikumana. La lutte contre la corruption, c'est un combat qui exige beaucoup d'efforts et beaucoup d'engagement. Et là où on a gagné ce combat, on a passé par les actions suivantes. D'abord, il faut une sensibilisation intensive de la population sur l'impact de la corruption sur la pauvreté, la malnutrition, la faim, et donc les problèmes de développement en général. Il faut que la population soit consciente de ce que c'est la corruption. Parce que pour beaucoup de personnes, pour la grande majorité de l'opinion, on considère la corruption comme la petite corruption qui est le paiement d'un citoyen à un agent de service public contre un service auquel il a droit. Mais je crois qu'il faut aussi considérer la grande corruption incarnée par beaucoup d'infractions comme l'enrichissement illicite, le blanchiment, la concussion, le détournement des biens publics, l'abus des biens sociaux, le favoritisme et la fraude, beaucoup d'infractions qu'il faut finalement considérer. Et cette sensibilisation doit susciter alors la dénonciation de la population de la corruption et de façon synergique. Et aussi il faut l'amélioration du cadre légal parce qu'il faut un cadre légal très fort pour frapper les corrupteurs et les corrompus. Et beaucoup d'activités avaient déjà été faites par rapport à l'amélioration du cadre légal et un document d'orientation existe déjà. Je crois que le gouvernement peut s'en inspirer. Et il faut aussi une justice indépendante. La justice sera indépendante si on applique toutes les réformes qu'on avait initiées antérieurement. Il faut que ces réformes profondes soient faites au niveau de la justice pour la permettre à être beaucoup plus indépendante par rapport aux deux autres pouvoirs, l'exécutif et le législatif. Il faut aussi le renforcement des institutions de contrôle parce que beaucoup de corrupteurs et de corrompus passent par des moyens, par des procédures complexes. Il faut des techniciens, il faut des experts pour débusquer. Pour Faustin Ndikumana, l'amélioration du cadre légal s'avère nécessaire pour frapper fort les corrupteurs et les corrompus. Une presse libre et indépendante est également incontournable pour dénoncer sans complaisance les actes de corruption. Suivez encore une fois Faustin Ndikumana. Il faut aussi la génération des actions de prévention. La déclaration doit être systématique. Interdire le système de donation des cadeaux aux mandataires publics. Il faut la gestion aussi des conflits d'intérêts. Le financement des partis politiques aussi, qui doit être régulé. Aussi, il faut que la volonté politique au sommet passe par la mise en application des engagements qui ont été faits. Un autre élément important dans la lutte contre la corruption, c'est une presse libre et indépendante qui parvient à dénoncer sans complaisance les actes de corruption. Et les lanceurs d'alerte doivent avoir une protection de la loi pour susciter vraiment une synergie dans la protection du patrimoine national à travers une dénonciation sans complaisance des citoyens. Je vous le disais en titre, les réfugiés burundais d'Onduta ne se sentent pas en sécurité. Une vive tension entre ces réfugiés et les policiers tanzaniens a été signalée dans ce camp depuis ce matin. Les réfugiés accusent ces policiers de planifier d'enlever l'un des leurs, Josiane Mouzanez. Le véhicule de la police tanzanienne a débarqué au domicile de Jean de Dieu Bukuru dans la zone 1, village 13, au numéro 30, vers 3 h du matin, selon notre source au camp d'Onduta. Ces policiers ont immédiatement défoncé la porte et ont arrêté Jean de Dieu avant de l'embarquer dans leur véhicule.
Nous avons entendu un bruit, c'était des policiers qui défonçaient la porte et après on a entendu des cris des réfugiés. Nous aussi, nous sommes sortis en poussant des cris. Les policiers ramenés, ils arrivaient tout près de l'école. On a continué à crier très fort. Notre source indique également que ces policiers ont essayé d'emmener Jean Dodieu hors du camp dans un véhicule, mais que les réfugiés leur ont bloqué le passage tout en continuant à crier haut et fort. Ces policiers ont finalement décidé de conduire Jean Dodieu au cachot du poste de la police à l'intérieur du camp et les réfugiés s'y sont également rendus pour réclamer la libération du leur. Nous avons crié très fort et ils ont fini par nous remontrer dans le cachot. Ils ont dit qu'il y a quelques accusations à son encontre, mais nous leur avons demandé pourquoi ils sont venus l'arrêter pendant la nuit sans mandat d'arrêt ou convocation. C'est honteux ce qu'ils nous ont répondu. Ils nous ont dit qu'il leur est difficile de l'arrêter pendant la journée. Jean Dodieu Bukuru serait victime des propos qu'il a tenus lors de la visite de Pascal Barandagiye au camp d'Onduta. Il est victime des propos qu'il a tenus pendant la visite de l'ancien ministre de l'Intérieur, Pascal Barandagiye. Il a osé demander pourquoi le gouvernement burundais veut seulement faire rentrer les réfugiés se trouvant en Tanzanie, alors qu'il y a beaucoup de réfugiés dans d'autres pays. Depuis lors, il a été contraint à se cacher, mais les Sungusungu et les chefs de zone ont appris qu'il est revenu à sa résidence et ont informé la police qui est venue l'arrêter, mais cela n'a pas été une tâche facile. Contacté à propos, Martin Otieno, responsable de la police dans la province de Kigoma, il a d'abord nié l'existence de telles arrestations dans le camp avant de revenir sur sa parole. Aucun de nos policiers ne peut faire ça. C'est lui qui t'a dit, t'as menti. La police tanzanienne vient le soir et arrête des réfugiés. Le jour suivant, ces réfugiés sont portés disparus et ça aurait été de même pour cet autre réfugié selon les voisins. Heureusement, ils ont été là pour empêcher qu'il soit amené. Pour le moment, il est détenu au cachot du camp. Qu'est-ce que vous en dites? Écoute-moi bien, messieurs. Si ce réfugié est détenu, c'est-à-dire qu'il est accusé de quelque chose. Et cela peu importe, c'est la raison pour laquelle nous avons mis des policiers pour assurer l'ordre du camp. Et celui qui est soupçonné de commettre des infractions, qu'il soit poursuivi. Vous saurez que dans seulement 2 semaines, plus de 10 réfugiés burundais ont été enlevés par la police tanzanienne dans ce camp d'Onduta. En Tanzanie, comme partout dans le monde, vous nous suivez également en direct sur Facebook et sur Twitter. Je vous rappelle également que vous pouvez recevoir le magazine Humura Burundi sur votre téléphone portable. Vous nous envoyez un message sur notre WhatsApp, c'est le plus 49 151 294 16 348. Après une courte pause, nous parlons environnement. Les gaz à effet de serre dégagés par les véhicules menacent les vies humaines et l'environnement en général. C'est en substance les propos de Jérôme Karimumugiango, expert dans la gestion des polluants organiques persistants. Dans une conférence de presse animée aujourd'hui, cet expert a tenu à souligner que l'être humain est plus exposé aux différentes maladies suite à ces gaz à effet de serre. Suivez Jérôme Karimumugiango. Ces émissions des véhicules, c'est-à-dire ces gaz qui s'échappent du moteur du véhicule, ont des impacts négatifs sur la santé humaine, sur l'environnement. D'abord sur l'environnement. Ces gaz qui s'échappent du moteur se mélangent directement avec l'air que nous respirons. Donc, une partie de ces gaz va entrer dans les organismes qui respirent, à savoir les humains et les animaux, via l'air respiré et arriver dans l'organisme vivant, animal ou humain. C'est à ce moment-là que commencent les dégâts. Ça, c'est une chose. Deuxième voie, c'est que ces gaz dégagés dans l'air ne restent pas indéfiniment dans l'air, puisque avec la diminution de la température, ces gaz vont se condenser, passer à l'état liquide. En passant à l'état liquide, ce qui était dans l'air va tomber dans le sol. Maintenant, du sol, ce qui était dans l'air va passer dans les végétaux que nous allons cultiver sur ce sol. Des végétaux que nous allons cultiver sur ce sol, ça va passer dans notre estomac ou dans
l'estomac des animaux qui auront mangé ces végétaux. Donc, le dernier dépotoir, c'est l'humain qui va consommer ces végétaux. C'est l'humain qui va consommer aussi ces animaux domestiques qui auront consommé ces végétaux cultivés sur un sol qui a reçu ces émissions. Les dégâts chez nous, ça peut être des problèmes de santé, de maladies comme le cancer, des problèmes de maladies au niveau du système nerveux, des maladies au niveau du système reproducteur. Tout le système humain peut être affecté. Jérôme Karimou Mugiango appelle le gouvernement à mettre en place des mesures et une politique de lutte contre ces gaz, surtout en surveillant les véhicules importés dans le pays. Suivez encore une fois Karimou Mugiango. Mais pour faire face à ces émissions de véhicules, il y a d'abord, première étape, information et sensibilisation pour que tous les acteurs concernés, toutes les parties prenantes sachent que ces émissions, d'abord, existent ici chez nous. Deuxièmement, que ce sont des substances chimiques très dangereuses pour la santé humaine et pour l'environnement. Après cette sensibilisation et information, il faut passer à l'action. Première action, c'est de mettre en place une politique nationale adéquate pour faire face à ces émissions de véhicules et une réglementation nationale adéquate. Parce que sans réglementation, sans politique, vous ne pouvez rien faire. Parce que vous ne pouvez pas interdire l'importation d'autres véhicules s'il n'y a pas de règlement. Troisième étape, alors agir maintenant sur les véhicules existants déjà au pays, voir comment on peut les garder tout en réduisant leurs émissions. Deuxième action maintenant, sur les véhicules à importer, pour interdire telle catégorie de véhicules âgés, et tel modèle de véhicules. Rendons-nous à présent à Cibitoke. Sans transition, certains agents de santé du district sanitaire de Cibitoke s'inscrivent en faux contre le favoritisme sur base duquel s'est exercé le choix des bénéficiaires d'une formation sur la lutte contre la COVID-19. Ces agents indiquent que parmi ceux qui bénéficient de cette formation figurent des personnes qui ne travaillent ni dans le domaine de la santé ni dans le service d'immigration concerné par cette formation. Les détails avec Clovis Nyonzima. Cette formation est destinée aux agents de santé et de la migration des différents points d'entrée reliant le Burundi à la Tanzanie, la RDC et le Rwanda. L'objectif étant la gestion sanitaire et humanitaire des mouvements aux frontières dans le contexte de la COVID-19. Les agents de santé du district sanitaire de Cibitoke accusent le superviseur dans ce district de n'avoir pas respecté les profils des participants tels que spécifiés par le ministère de la Santé. Donnant l'exemple du candidat Chemeye, au lieu d'envoyer un agent de santé, il a envoyé un hygiéniste. Comment est-ce qu'un hygiéniste chargé de la propreté peut remplacer quelqu'un qui devrait être formé dans la protection sur la frontière, qui manipule des instruments irrelatifs? Un hygiéniste se charge de la propreté sur son lieu de travail. C'est vraiment honteux. Qu'est-ce que ces gens veulent nous aider? Nous demandons que ça change. Parmi les de Cibitoke, aucun ne répond au profil du ministère de tutelle. Tous étaient censés être des responsables de leur point d'entrée. Mais il n'a envoyé que de simples infirmiers ayant tous des relations familiales avec lui, dénoncent ces agents de santé du dit district sanitaire. Les responsables devraient apprendre la manipulation du matériel d'usage dans la protection contre la COVID-19. Après, ils apprendront aux autres ce qu'ils auront appris. Ils donneront aussi régulièrement des rapports. C'est dommage. Il n'a envoyé que ses parentés à la place de ses responsables, ce qui n'est pas juste. Le médecin-chef de district Célestin Dayahodze est cité aussi par ses agents. Il est accusé de soutenir les magouilles de son superviseur. Ces infirmiers du district sanitaire de Cibitoke demandent que ce comportement soit arrêté car non bénéfique pour ce district. Contacté, le superviseur Jean-Joubert Tuyigumye rejette toutes ces accusations et indique avoir respecté les critères du ministère de la Santé. Et le ministère de la Santé indique que 387 personnes ont été testées positives à la COVID-19 sur 14 362 déjà prélevées au Burundi. Selon ce ministère, 11 747 personnes ont été diagnostiquées depuis le début de la campagne de dépistage de la COVID-19. Rappelons que cette campagne de dépistage est en cours en mairie de Bujumbura et dans les provinces de Gitega et Ruyigi.
Rendons-nous à Rumongue. La commune Burambi de cette province de Rumongue est dotée à partir de ce jeudi d'un nouvel administrateur, une femme d'ethnie Tutsi, Marie-Fabiola Ndaizeye, militante du parti CNDD-FDD. Elle a été élue par le conseil communal après qu'Élise Mbonayo de l'ethnie Hutu avait été élue en date du 24 juillet dernier en violation des recommandations de la Commission nationale électorale indépendante. Élise Mbonayo a par après démissionné ce 28 juillet. Marie-Fabiola Ndaizeye a été élue avec 15 voix sur 26 conseillers communaux qui étaient présents, dont 11 du parti CNL. Et selon des informations en provenance de cette commune, ces élections tenues pour la deuxième fois ont été organisées en présence de certains responsables du parti au pouvoir au niveau national. Et pour clore cette édition, le chef de l'État burundais dans une tournée dans toutes les provinces du Burundi. Aujourd'hui, c'est son deuxième jour, d'où il a commencé hier dans la province de Karuzi. Le président du Burundi, dans sa mission, a tenu d'abord une réunion avec les responsables des différents secteurs dans la province. Jean Karegwa Ndenzako était là, c'est son porte-parole. Dans cette réunion, le chef de l'État a rappelé aux natifs de Gitega qu'il est venu en sa qualité de président dans une tournée qui va le conduire dans toutes les provinces du Burundi pour expliquer aux responsables à tous les niveaux de comprendre que la vision d'un gouvernement responsable, d'un gouvernement laborieux, l'apanage doit être le mot d'ordre pour ces administratifs dans leur secteur de ressort. Le chef de l'État a rappelé à ces administratifs que le Burundi a franchi une étape depuis 2005, que le moment est venu pour amorcer une vitesse supérieure, celle de développer le Burundi, d'assurer le bien-être à toute la population, de produire, de vendre sur le marché pour constituer une épargne qui finançait des investissements. Et le chef de l'État a tranquillisé la population à travers ses responsables qu'aujourd'hui, il y a tous les instruments administratifs et politiques susceptibles de permettre à la gouvernance, de permettre aux autorités de défendre les intérêts de la nation, en commençant par les intérêts. Ici, il a donné l'exemple du Conseil supérieur de la magistrature qui donne aujourd'hui les prérogatives au chef de l'État de juger le mal jugé si une incompétence s'observe. Le chef de l'État est désormais le magistrat suprême. Le chef de l'État a demandé à la professeur de Gitega de saisir la balle au bon, de comprendre que la situation, les temps ont changé pour cette province qui est devenue une capitale politique. Ils doivent à leur tour travailler, fournir tous les efforts pour permettre le développement de cette province. Enfin, cette journée a été aussi une occasion pour le chef de l'État de présider à l'inauguration de plusieurs infrastructures, mais enfin, il a présenté le gouverneur de la province de Gitega à la population. Voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au magazine Humura Burundi du 30 juillet 2020. Merci à MSTV Niungeko et à Fabrice Ndimurukundo pour leur collaboration technique. Merci également à vous tous qui nous avez suivis. Emile Nivasumba, je vous présentais cette édition. Au revoir. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine campant pour relier les Burundais en exil, et ce toujours au pays, à travers une information de qualité.